Bonjour à tous, donc, Laurent Roussel, donc Sales Manager. Je vais accompagner en introduction Raphaël sur. Alors, attendez, hop, voilà, j'ai un petit problème d'écran. Voilà, je vais accompagner Raphaël Rambier de l'INSERM sur ce retour d'expérience Matrix 42, donc avec Codagis. Un petit agenda, donc on va présenter en quelques slides Codagis. On reviendra également sur qui est Matrix 42, puis derrière. On ira plus largement sur des concepts ITSM, ESM, et puis on laissera une large part au témoignage de Raphaël avec l'INSERM et Matrix 40. Donc voilà, et puis comme indiqué par Bérangère, on reviendra sur des questions-réponses pour conclure. Donc n'hésitez pas, il y a un chat pour ça, c'est toujours constructif et instructif d'échanger avec vos pairs. Alors, donc Codagis, aujourd'hui, on représente effectivement le pôle intégration, mais Codagis Intégration, c'est Codagis, c'est un groupe avec différentes entités que je vais vous présenter. Notre terrain de jeu, principalement les entreprises de taille intermédiaire, principalement francophones, mais on est capable également de réaliser des prestations sur différentes langues. Et puis, nous sommes présents sur Paris, Toulouse, Aurillac et Barcelone, avec nos consultants qui sont aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. On va en retrouver un peu partout sur la France nord, sud, est, ouest. Donc, notre vocation autour de ce groupe d'ESN est le suivant. 4 entités, je reviendrai sur la partie intégration tout à l'heure, mais on a beaucoup d'adhérence avec d'autres sociétés du groupe. La partie service manager, sujet intéressant en termes de dispositifs que l'on va pouvoir vous mettre à disposition. Donc, que ce soit en termes de support, que ce soit en termes de service manager, de supervision. Et puis, ce sont des services qui sont dans la continuité de la partie intégration. Un sujet et un savoir-faire autour, en bas à gauche, sur la partie cybersécurité, avec trois grands axes, la partie audit, pentest, test de pénétration, phishing, du conseil derrière, que ce soit en termes de plan de sécurité, d'analyse de risque, plan de crise. Et puis pour terminer également, la capacité de Codagis Digital Security de vous accompagner sur la mise en place d'un SOC ou encore d'un mini-SOC. Quatrième entité, la partie consulting, qui représente ici toute la partie assistance technique sur des sujets très pointus autour de tout ce qui est réseau et télécom, avec des grands noms en termes de clients sur ces sujets-là. Donc justement, on va revenir sur la partie intégration. Donc Codagis Intégration, donc on le voit, intégrateur ITSM, ITAM, EDR, XDR, avec plusieurs effectivement savoir-faire autour d'une expérience très longue. 20 ans d'expérience, on a de nombreux clients représentatifs de ce que vous pouvez vivre aujourd'hui dans vos entreprises, et ça sera aussi l'occasion pour nous de partager certaines expériences et puis concrètement avec l'INSERM, vous montrer également ce qu'on déploie chez nos clients. Alors, sur les domaines d'intervention, je dirais que tout a été dit principalement en introduction, c'est Codagis Intégration, ITSM, ITAM, mais c'est au-delà des sujets d'ESM, d'Enterprise Service Management, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est également de la cartographie applicative des data centers, sujet plus qu'intéressant sur tout ce qui est change et analyse de risque et d'impact, et puis également la gestion de la sécurité, on en a parlé tout à l'heure en introduction sur les aspects EDR, XDR. Alors, pour terminer sur Codagis Intégration, nos partenariats, 3 grands partenaires majeurs, BMC, partenaire historique sur les aspects ITAM, ITSM, pour un positionnement quand même, je dirais, grand groupe sur les aspects ITSM, sujet du jour. Matrix 42, je vais revenir, partenariat qui commence à dater chez nous avec beaucoup de succès chez nous et sur le marché français. Et puis Trend Micro sur les aspects sécurité du endpoint, mais pas que, de manière élargie, sur les aspects XDR et donc d'infrastructure. Alors, nos clients, pas de verticaux, on est positionné à la fois sur le public et sur le privé. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, on est capable de vous présenter des clients pour partager une certaine expérience autour de l'administration technique de parc, de la gestion de parc ou encore de l'ITSM. Alors, notre partenaire sur ce retour d'expérience avec l'INSERM, c'est Matrix 42.
Matrix 42 présent sur le marché français depuis maintenant 6 ans. Nous, on les connaît depuis, vous voyez, 92, donc ce sont des gens qui sont présents sur le marché allemand et Europe de l'Est depuis plus de 20 ans, hein, même plus de 30 ans aujourd'hui. Nous, on les connaît depuis 20-25 ans, de par la difficulté qu'on avait à pénétrer le marché allemand avec d'autres technologies. Donc, ce sont des partenaires qui sont arrivés sur le marché français avec une vraie volonté je dirais, de pénétrer ce marché, avec aussi des hommes qui composent les équipes de manière très proactive, très proche de ses clients. Et vous voyez quelques métriques intéressantes sur, je dirais, sur cette entreprise qui est cossue en termes d'employés, puis également en termes de solutions que je vais partager avec vous juste après. Alors, quelques clients représentatifs, on retrouve l'INSERM, ça tombe bien, mais des références à la fois dans l'industrie, dans le service, dans le retail, si on prend des CRIS ou encore des métros, qui sont des références d'importance, et l'INSERM en fait partie aujourd'hui sur le marché français. Alors, en termes d'offres, on aura l'occasion d'en reparler, mais 4 grands piliers chez Matrix 42, la partie Unified Endpoint Management, UEM, qui est l'administration technique de parc, donc là, qui a trait à tout ce qui est inventaire, télédistribution, ou encore déploiement d'OS. La partie Service Management, donc on ne parle pas forcément d'IT, donc IT et non-IT, donc numérisation des process d'entreprise. Et puis la partie Asset Management avec son corollaire qui est l'offre corollaire, qui est la partie SAM, Software Asset Management, donc tout ce qui a trait à la conformité logicielle dans l'entreprise. Et puis on finit sur la partie Endpoint Security, sur des solutions de sécurité du endpoint principalement, en termes de fuite de données ou encore protection du poste de travail. Alors, avant de passer la parole à Raphaël pour qu'il nous explique tout ce qui a pu être mis en œuvre. Alors, on parle aujourd'hui d'ITSM, mais plus largement, on parle de gestion des services d'entreprise, on parle de SM. Et donc, si on reprend un petit peu les fondements de l'ESM, bon nombre d'entreprises se sont rendues compte que l'IT avait bon nombre d'avances, enfin un pas d'avance sur à la fois sur la capacité de numériser des process IT, puis également était très orienté process dans la définition de ce qui pouvait se faire manuellement ou via le papier. Donc l'ESM, si on reprend un petit peu le Kessaco, quid de l'ESM, c'est appliquer tout ce qu'on fait de côté IT en termes de gestion des services, numérisation des services, au process d'entreprise. Donc aujourd'hui, les entreprises, le Covid a largement accéléré ça. C'est une volonté, je dirais, d'optimiser et d'avoir, je dirais, des gains en efficacité opérationnelle, donc des gains de temps, des gains d'argent, offrir des services appropriés et puis normaliser des processus qui ne sont pas forcément des processus IT. Donc on sait, voilà, je parlais tout à l'heure des effets confinement, mais Covid, on est dans un monde hybride, nos collaborateurs sont à la maison, sont en déplacement, donc on doit être en capacité de leur apporter le même service que s'ils étaient au bureau. Donc voilà, ça a vraiment révolutionné et ça a changé la donne en termes d'accès à l'information et accès au processus d'entreprise. Donc on doit leur proposer des portails, quel que soit l'endroit, quelle que soit, je dirais, la situation de mobilité dans laquelle ils se trouvent. Donc, on a été confronté pendant cette période, mais encore maintenant, mais également avant la période Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait différents portails, différents accès, une multiplicité des outils hein, qui complexifiaient, je dirais, le traitement et puis qui ne donnaient pas du retour d'informations quant au traitement des informations ou des processus réalisés par l'utilisateur. Donc ça, c'est également un enjeu fort, c'est l'expérience utilisateur et je pense que Raphaël va y revenir globalement. Et puis, on voit aujourd'hui chez nos clients, l'ensemble des cahiers des charges et appels d'offres qui sortent, c'est de l'IT, mais c'est de non-IT. Ce sont les services généraux, c'est le marketing,
c'est les ressources humaines qui viennent taper à la porte de l'IT en disant, nous, on veut numériser les processus. Donc aujourd'hui, que ce soit nous ou encore nos clients, on prend en charge toute cette dimension d'entreprise et qui donne, je dirais, de la pertinence aux solutions Matrix 42 et aux solutions de service management IT et non IT. Donc voilà en introduction ce que je souhaitais partager avec vous. On va maintenant s'intéresser au cas de l'INSERM avec Raphaël. Je vais lui donner la main. Et puis, il va partager très largement à la fois cette société qu'on connaît tous, mais on va peut-être en savoir plus. Et puis, comment ça s'est passé chez l'INSERM. Voilà, Raphaël, vous avez la main. Merci beaucoup. Et à tous les participants, dont certains noms que j'ai reconnus dans le chat. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait, Raphaël. Ok. Donc, je vais vous présenter le portail des services Matrix 42 qui a été mis en place à l'INSERM. Je suis Raphaël Rambure, responsable du domaine gestion du parc au DSI de l'INSERM. Je vais d'abord vous présenter rapidement ce qu'est l'INSERM, pourquoi nous avons choisi la solution Matrix 42, quels étaient nos besoins, pourquoi nous avons décidé de mettre en place des interfaces multiples, la roadmap un petit peu du projet, et puis quelques conclusions et recommandations. Donc ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer de parler assez rapidement, mais de manière claire et intelligible. L'INSERM est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous une double tutelle, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, Enseignement supérieur et Innovation. On a un fonctionnement qui est assez décentralisé. On a à peu près 300 unités de recherche réparties dans toute la France, une douzaine d'administrations régionales. Au niveau du DSI, on a 120 personnes en interne. En plus de très nombreux prestataires, on a une politique vraiment d'infogérance et de prestations, que ce soit pour la bureautique, l'infrastructure, différentes applications, le maintien en conditions opérationnelles de tout cela. Aujourd'hui, on a 286 applications complètement webisées, gérées en centrale, dont 226 en production, 20 000 comptes internes, même si on a beaucoup plus d'utilisateurs, puisqu'on a aussi une population de médecins qui a accès à notre outil de service desk, mais pas au portail lui-même. Et on a un hébergement on-premise, parce qu'on a eu la volonté d'origine d'avoir la souveraineté de nos hébergements et de nos contenus. Au niveau de l'organisation, comme je disais, on a un l'INSERM qui inclut nos structures de recherche, nos 12 délégations régionales plus le siège, les autres départements bien entendu, finance, RH, etc., les services généraux. Et puis on a aussi le DSI avec trois gros pôles, le pôle projet, le pôle production et les équipes en région. Tout ce monde-là utilise le portail des services, et il s'appelle portail des services, non pas portail des services numériques, parce que c'est un portail qui a vocation à être étendu de manière la plus globale. La gestion de ce portail aujourd'hui, elle est faite en interne par un chef de projet, qui est moi-même, plus une équipe de responsables qui sont à temps très très partiel, mais qui m'assistent beaucoup dans leur spécificité, leurs compétences particulières, et on interagit avec l'intégrateur Codagis depuis maintenant plus d'un an, avec une équipe complète, consultant, commercial, de SDM, une comitologie assez complète. On a des suivis techniques 2 fois par semaine, un comité technique mensuel et un comité de pilotage hebdomadaire, tout ça avec des intégrateurs seniors et juniors. Alors, pourquoi nous avons choisi Matrix 42? Ça s'est fait en 2019. Nous voulions un outil qui nous propose une gestion unifiée de tous nos outils existants, ITSM, CMDB. Donc on ferait remplacer les GLPI et les fusions inventory. On voulait aussi une gestion vraiment des assets, pas simplement un inventaire passif, une gestion des logiciels, des licences. On sait tous qu'avoir des licences, c'est bien, mais est-ce que j'en ai suffisamment pour ne pas prendre des pénalités s'il y a une thermodite? Est-ce que j'en paye pas trop? Ce sont des vraies questions. Et on voulait aussi un portail des services. Tout ça, c'était des choses qu'on voulait ajouter par rapport à ce qu'on faisait en existant. On voulait aussi absolument implémenter l'ITIL dans notre fonctionnement ITSM, ajouter ce qui n'existait pas, des outils de télédistribution et de patch management, alors qui existaient pour certains sites très spécifiques, mais l'avoir de manière
nationalisé, centralisé, et avoir un catalogue de services, un vrai catalogue de services à destination des utilisateurs qui soit actif, fonctionnel, qui permette même ce qu'on appelle le self-care, hein, l'autonomie, et qui puisse aller potentiellement au-delà du DSI. Notre besoin aussi par rapport à ça, c'est d'avoir des bases de connaissances qui soient intégrées, non pas simplement une base documentaire comme on avait, comme tout DSI qui se respecte, mais vraiment des bases de connaissances qui permettent aux utilisateurs, par exemple, de faire des requêtes et d'avoir des solutions. Comment configurer mon logiciel de messagerie aujourd'hui, c'est une vraie question. Et on a ce genre de réponse qui est dans le portail des services de manière générique. Comme on est en phase de migration, ça devrait être mis à jour très, très rapidement. Bien entendu, comme je le disais, notre software asset management avec les règles éditeurs qui sont toujours très particulières, que ce soit chez Microsoft où c'est presque simple, ou chez Oracle par exemple où c'est beaucoup plus compliqué. Et puis pour tout ça, on voulait aussi un tarif raisonnable parce que mine de rien, on ne voulait pas non plus acheter forcément le produit le plus cher, mais quelque chose qui soit adapté. Et en faisant un peu le benchmarking sur le marché en 2019, on a finalement décidé que celui qui répondait le mieux, de manière la plus transversale et la mieux intégrée à nos besoins, c'était Matrix 42. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Alors, on a mis en place notre super outil de ticket. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai problème qui était qu'on avait différentes populations qui avaient l'usage de notre outil de ticket. Et on s'en est rendu compte parce que les gens nous disaient tous, beaucoup nous disaient « Ah, c'est trop compliqué, je ne m'y retrouve pas, c'est pas évident ». Or, on proposait le même outil de ticket à tout le monde. Et à force d'échanger avec le responsable du centre de service, Dominique Joly, pour le citer, parce que l'idée lui revient, un jour il m'a dit « Mais tu sais, les gens, ils ont différents besoins, alors proposer le même outil pour le même besoin, est-ce qu'on peut faire mieux ?» Et on peut prendre une analogie, par exemple, sur le fait de dire, voilà, on veut se déplacer, c'est d'aller d'un point A à un point B. Moi, j'aime bien les métaphores, c'est très très simple. Donc, si je veux faire Paris-New York, bah, je vais prendre un avion. Par contre, si je veux faire Paris-Lille, la meilleure option pour moi, ça va rester quand même le train. Et puis, Paris-Banlieue, le mieux, ça reste un petit 2 roues électrique, surtout vu les conditions de circulation dans Paris, pour ceux qui les connaissent. Cependant, si je suis dans un campus pour aller d'un bâtiment à l'autre, le meilleur outil pour me déplacer, ça reste une pauvre petite trottinette avec 2 roues et un guidon. Et tout ça, ce sont différents outils qui me permettent de me déplacer d'un point A à un point B, mais qui répondent à différents usages et différents besoins. Alors, la question s'est posée, mais pourquoi est-ce qu'on a différents outils comme ça et on n'a pas la même chose chez nous au niveau de l'IT? Parce que la gestion d'un ticket, en fait, on s'est rendu compte qu'elle est très différente en fonction de la population. La gestion d'un ticket, par exemple, par le centre de service, pour un infogérant qui passe 8 heures par jour sur l'outil et qui traite des tickets par dizaines, voire par centaines, il maîtrise parfaitement l'outil, il y a plein d'options, il y a plein d'astuces, plein de choses pour lui faciliter la vie, et c'est très très bien pour lui. Il a une caisse à outils complètement énorme, très complète, très très variée, et il la maîtrise puisqu'il est à temps plein dessus. Mais on a aussi des chefs de projet ou des prestataires qui, eux, accèdent à l'outil de ticket de temps en temps, régulièrement, mais qui ne maîtrisent pas forcément tous les outils et qui me disaient « Oh là là, je ne retrouve pas les fonctions dont j'ai besoin, je sais qu'elles y sont, mais j'ai vraiment du mal à y accéder. » On a une autre population de gens qui veulent accéder au ticket, ce sont tout simplement les utilisateurs qui veulent aussi pouvoir suivre simplement leur ticket, pourquoi pas ajouter un commentaire, mais qui n'ont pas besoin de choses très complexes et n'ont pas vocation à le traiter. Et dans un autre cas plus spécifique, on a des services généraux qui, eux, ont des besoins d'outils de tickets où il y a vraiment très très peu d'options spécifiquement, puisque ça correspond à leurs besoins. Vraiment, ces gens qui gèrent le ticket, puis on a une population supplémentaire, mine de rien, ce sont des managers, que ce soit les managers généraux, régionaux, nationaux, ou même les différents chefs d'équipe qui ont besoin, par rapport aux outils de ticket, d'avoir une vue, des indicateurs pour pouvoir faire du suivi. Et historiquement, effectivement, on proposait la même boîte à outils à tout le monde en disant tu as besoin de ceci, cela, en allant à tel endroit, dans telle option, tel menu, tel sous-menu.
tu le retrouveras. Et on avait quand même des vrais problèmes d'adhésion des utilisateurs qui n'arrivaient pas forcément à s'y retrouver. D'où la question qui s'était vraiment posée, a-t-on besoin des mêmes outils pour tous? Autant le centre de service a besoin d'une caisse à outils complète et ils vont tous les utiliser, autant un chef de projet, un prestataire ont besoin de quelques outils spécifiques et pas forcément besoin de toutes les fonctions. Au niveau des services généraux, le besoin qui est exprimé, c'est encore plus simple, c'est un outil. Le manager, lui, il a besoin d'avoir une vision un peu spécifique avec des filtres et du reporting, alors que l'utilisateur, lui, tout ce qu'il veut, c'est juste voir et suivre son ticket. Et du coup, proposer la même interface à tout le monde, c'était quelque part un peu incohérent et on les perdait. Et en échangeant justement avec Dominique sur la difficulté qu'on rencontrait par rapport à l'adhésion des gens, il m'a dit, bah, écoute, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proposer des interfaces différentes adaptées à chaque usage? Et c'est finalement ce qu'on a fait. Ouais, c'est effectivement, Raphaël, je me permets, effectivement, Ah oui, c'est un vrai sujet chez nos clients et chez vous, c'est l'unicité de l'outil. Et c'est souvent une connaissance, enfin une conséquence, pardon, de la méconnaissance de l'IT des besoins métiers. Et inversement, c'est la méconnaissance des métiers sur ce que peut apporter un outil IT. Donc ça fait partie des challenges que nos clients ont à relever, que vous devez relever. Et donc ça, c'est un constat qu'on retrouve partout, hein, clairement. Donc effectivement, là, je vais vous laisser illustrer comment ça se décline dans la solution par profil, par métier. Et ce qu'on voit, et j'imagine que ce qu'on voit chez nos clients, et j'imagine que c'est le cas aussi chez vous, c'est que ça a donné lieu à des ateliers en amont. oui, tout à fait. Au départ, en fait, pendant quasiment un an, on était dans notre propre logique en disant on a une boîte à outils complète qui répond à tous les besoins. Il faut que les gens s'approprient cette boîte à outils et apprennent à aller chercher l'outil dont ils ont besoin. Pendant un an, on a fait le forcing de communication, tutoriel, différents ateliers. Et quand je revoyais les gens un petit peu après, systématiquement, quand je leur disais bah, définis-moi ton expérience utilisateur par rapport au portail des services, le mot qui revenait systématiquement, c'était oh là là, c'est compliqué. Par rapport à toutes les populations. On pouvait répondre à leurs besoins, mais la complexité était justement d'accéder à la fonctionnalité qui les intéressait. Et donc, suite à ça, puis suite à l'illumination qui m'a été faite, puisque vous savez bien qu'on peut avoir 10 idées par jour, c'est mon cas, mais avoir des bonnes, vraies idées, des vraies bonnes idées, ça, c'est bien. Quand on en a une, il faut la saisir et tout de suite l'adapter. On a mis en place des interfaces complètement différentes. Typiquement, aujourd'hui, l'interface du service desk, de l'outil ITSM telle qu'elle est faite pour les prestataires, c'est une interface extrêmement touffue qui contient un grand nombre d'éléments de menu de navigation, un grand nombre d'éléments. Quand on fait un clic droit, le nombre d'actions qu'on peut faire sur les tickets est assez phénoménal. On a bien entendu une quantité de colonnes qui est assez faramineuse et un tas de choses qui sont faites pour leur faciliter la vie. C'est la fameuse grosse caisse à outils complète, totale et exhaustive, et pour laquelle, toutes les semaines, quasiment, on me demande encore aujourd'hui, après un an et 12 mois, un an et 11 mois, des ajustements. C'est-à-dire que j'ai encore des modifications et des optimisations qui me sont demandées très régulièrement par l'équipe. Ça, c'est vraiment la grosse caisse à outils. Bon, c'est l'outil ITSM par défaut de Matrice 42 sur lequel on a fait beaucoup de configuration et d'adaptation, tout en restant, c'est très important, dans les standards de l'éditeur, qui fait que quand on a des montées de version majeures, on n'a pas de blocage. Donc on est très très attentif par rapport à ça pour qu'on puisse être vraiment compatible. Et on a eu 2 grosses montées de versions applicatives, quasiment sans effet de bord, par rapport à nos configurations. Donc ça, c'est un point d'attention. Et là, clairement, on a des outils très complets, très complexes, mais adaptés vraiment à des gens qui sont à temps plein dessus. Pour les chefs de projet et les prestataires, on a fait une version plus légère, plus light. Donc, on l'a appelé le Light Desk, la version sans gluten, j'ai envie de dire, où là, on a quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus léger. Dans l'interface de colonne, on a juste les tickets qui sont ouverts, ceux qui sont potentiellement fermés. Je veux ouvrir un ticket ou je veux retourner sur l'interface Service Desk parce que j'ai besoin d'une fonction évoluée.
à laquelle je n'ai pas accès tout de suite. On a un nombre de colonnes qui est extrêmement limité. Et quand je fais un clic droit sur un ticket, j'ai juste cette action de base qui suffisent. Par rapport à ce projet Lightdesk, déjà, sa mise en place, ça a été incroyablement facile, très, très rapide, puisqu'en fait, il a suffi de, entre guillemets, dégraisser le service desk. En 2 heures, c'était mis en place, alors que j'avais juste fait un petit cahier des charges. Et quand j'ai posé la question à Sophie, qui faisait mon intégration pour Codagis, en disant, mais si on fait une version légère du centre de service avec telle option, un petit cahier des charges, combien de jours te faudra-t-il pour le faire? Elle m'a répondu, mais mon bon ami, dans 2 heures, tu l'as. Donc ça, c'était aussi une composante particulière des vraies bonnes idées. En général, elles sont simples et faciles à mettre en œuvre. C'est ce qu'il y a de plus générique. Et finalement, depuis qu'on a mis en place ce Lightdesk, lui, il a très, très peu évolué. J'ai eu très, très peu de demandes d'évolution parce que finalement, avoir juste les fonctions minimum, nécessaires et suffisantes, ça convient aux gens et j'ai eu très, très peu d'ajustements. La seule chose qu'on m'a demandé en plus, c'est de pouvoir exporter pour faire du reporting. Et c'est tout. Par rapport aux services généraux, là, le service il a été créé pour une partie de l'Île-de-France et ils avaient une demande qui était encore plus simple. Ils voulaient que les tickets soient ouverts par des utilisateurs en disant « je suis sur tel site, dans tel bâtiment, éventuellement tel étage, voire telle pièce, et puis j'ai un problème d'électricité, de plomberie, de climatisation, où je fais une demande parce que je vais faire un aménagement et ils voulaient avoir un suivi. Et donc, en fait, ils ont un outil de ticket où ils ont 2 catégories, les demandes et les incidents. Le télescope, je reviendrai dessus, c'est pour la supervision et les managers. Et sur un ticket, ils peuvent faire 2 choses. Le commenter, ajouter de l'information, et le fermer. Point. C'est tout. C'est juste le tournevis que je montrais tout à l'heure, et ils en sont positivement ravis. Ça a suffi, vraiment. Et là, ça a été une première extension, et ça a été un peu une surprise. Je me disais, bah, tiens, les services généraux, ils vont nous demander des choses faramineuses, plein d'options, des choses qu'on ne sait pas faire. En fait, non, ils nous ont demandé 1% de ce qu'on faisait déjà en ITSM, et ça correspond tout à fait à leurs besoins. La semaine dernière, il y a eu une réunion nationale qui était pas très loin de mon bureau, au 13e étage, là où je suis, et j'ai eu un responsable régional qui est venu me voir en disant, bah, l'outil, c'est très bien, ce serait super si en plus on pouvait avoir la gestion des actifs, la gestion de la climatisation du bâtiment. Ça tombe bien, on a une gestion des actifs dans l'outil et on peut parfaitement rajouter ce 2e outil en supplément de l'outil de ticket avec un minimum d'ajustement. Et là, il était positivement ravi et on va très probablement mettre en œuvre l'outil dans sa région. Donc là, vraiment, on a été du plus compliqué, vraiment, vers le plus simple. Au-delà de ça, on a des managers, et pour les managers, on a mis en place un télescope. Alors le télescope, le nom n'a pas été choisi au hasard. Le principe, c'est que je peux voir ce qu'il y a sur la Lune, mais je ne peux pas marcher sur la Lune. Je ne m'appelle pas Tintin. Et donc, ils ont un accès en lecture aux tickets. Ils ont la possibilité éventuellement de les commenter, sans plus. Et bien entendu, ce télescope existe en différentes versions. Il y a la version globale où j'ai accès à l'ensemble des tickets, mais il est bien entendu audiençable et audiencé. Et donc aussi bien j'ai un télescope pour les services généraux que j'ai mis en place pour une secrétaire générale d'unité qui me disait, ben moi je veux avoir le suivi de tout ce qui est fait sur mon site. Oui madame, pas de problème, vous avez le télescope qui voit les tickets du service généraux pour votre unité et vous pouvez éventuellement les filtrer par date et les exporter dans Excel. Elle a changé d'unité, elle m'a dit, dans la nouvelle unité, je veux le même outil. Aucun problème, on pourra le migrer. Pour d'autres managers, c'est juste la visibilité des tickets IT de l'unité dans laquelle ils managent, de pourquoi pas leur région, ou même par thématique, on peut faire des filtres de différentes fonctions avec un audiençage particulier. Et c'est pareil, ils peuvent trier les tickets avec les différents outils proposés par Matrix 42, y compris le petit carré magique qui est très pratique pour faire des filtres rapides et des tris rapides en direct pour le dashboarding. Et ça répond vraiment à leurs besoins sans qu'ils aient la complexité de tous les outils d'action. Et donc, ils ont juste à faire des filtres. Bien entendu, pour certains, on a aussi mis en place des reportings spécifiques, automatisés qui ressortent, mais finalement, cet outil-là répond très simplement et directement à beaucoup de besoins. J'en ai encore
configuré une action pour une unité hier matin. Au niveau de l'utilisateur, lui, en fait, il n'y a accès que au front office, bien entendu, à la page d'accueil. Et par rapport au front office, il peut suivre ses tickets d'assistance en cours et il peut potentiellement ajouter un commentaire avec une pièce jointe. Et finalement, ça lui permet d'avoir un suivi de son ticket sans avoir à poser la question, à téléphoner. Où en est ma demande, où en est mon besoin? Tu peux le suivre directement sur la page d'accueil. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est encore plus basique, où il n'y a même pas d'action, mais ça correspond vraiment, vraiment à leurs besoins. Alors, tout cela, ça s'est mis en place finalement assez facilement, parce qu'à chaque fois qu'on veut une interface allégée, c'est très très simple à mettre en œuvre. Et au final, la conclusion de tout cela, c'est que il faut qu'on ait une ergonomie qui soit adaptée à l'usage. Le fait de proposer le Light Desk a complètement renversé l'adhésion des utilisateurs qui systématiquement me disaient « c'est trop compliqué, je ne me retrouve pas ». Maintenant, ils me disent « merci ». Et moi, ça me convient parfaitement. Ça a aussi beaucoup facilité la formation des utilisateurs, puisque je ne leur dis plus « tu peux trouver la fonction à tel endroit, tel sous-menu, etc. » Non, la fonction est là, et ça fait ci, ça fait ça. Donc, c'est beaucoup plus fluide, et beaucoup plus pratique, et beaucoup plus rapide à comprendre sur les actions. Ça nous a amené un traitement plus efficient des tickets, parce qu'on avait des gens qui, finalement, s'étaient habitués à traiter les tickets par mail, et rechignaient, hésitaient à aller sur le portail, juste parce qu'ils avaient du mal à retrouver leur chemin. Et ce traitement efficient des tickets a amélioré vraiment la performance des utilisateurs. Et ça va aussi bien pour le centre de service pour lequel on fait des ajustements quasiment toutes les semaines, mais aussi pour les utilisateurs des services light qui, en fait, maintenant s'approprient l'outil et travaillent plus sur le ticket. Et tout cela, ça nous amène des indicateurs qui sont consolidés, ce qui est quand même très très pratique pour les managers et aussi pour le suivi des activités, y compris le fait qu'on soit certifié ISO 9001 de manière à pouvoir avoir des enregistrements et des indicateurs pour se suivre par rapport à cette certification. Donc Alors, clairement, voilà. Ce que vous illustrez, Raphaël, excusez-moi, c'est ce qu'on retrouve chez, vraiment, ça illustre parfaitement ce qu'on retrouve comme tendance chez nos clients. En termes d'évolution, hein, vous avez retracé aussi l'évolution, l'amélioration continue. En termes de timing, tout ça, ça a donné quoi en termes de, voilà, comment ça s'est cadré en termes de durée et de phase peut-être? Ouais, entre la gestion du projet et la vie de l'outil, effectivement, on a eu une roadmap qui a été un petit peu perturbée. Hein. Le besoin a été vraiment décrit en 2019 et on a choisi Matrix 42 fin 2019. On a fait le lancement du projet à la Saint-Valentin 2020 en se disant on aura quelque chose en production en 2020 et par rapport à ce qu'on avait à faire pour l'été, c'était parfaitement la cible. Mais ça, c'était avant que le Covid ne s'invite dans nos activités et forcément, ça a énormément perturbé beaucoup de choses. Du coup, la première chose qu'on a mise en place, ça a été l'outil de prise en main à distance, qui était forcément très très important, surtout lors du début du Covid et la mise en place de télétravail intensif. Finalement, en juin 2020, ce qu'on a mis en place, c'est un site de pré-production pour tout ce qui était recettes et configuration. Et on a fait le lancement de la production, donc le 14 janvier 2021. Il nous a fallu 1 an pour le faire, au lieu de 6 mois, à cause du Covid, qui nous a vraiment énormément impacté et ralenti par rapport aux activités, notre capacité à faire. Par contre, très rapidement, on a mis en place des évolutions qui étaient liées au retour utilisateur, principalement des évolutions sur de l'ergonomie, qui nous ont amené même au bout d'1 an, en décembre, à mettre en place un projet qui a complètement revu l'ergonomie du front office. Pour lequel on s'est fait vraiment assister d'une société externe, parce qu'on s'était vraiment rendu compte par rapport au retour des utilisateurs qu'on avait un bel outil, mais qui n'était pas forcément adapté en ergonomie et que l'expérience utilisateur n'était pas suffisante pour qu'on ait vraiment une adhésion. Donc,
suite à ce projet, on a entièrement revu l'ergonomie. J'ai appelé ça la version 2.0 à 95% au printemps dernier. Et puis, en avril, on a mis en place un contrat spécifique avec Codagis pour tout ce qui était maintien en conditions opérationnelles, maintenance applicative et intégration. On travaillait déjà avec Codagis par ticket, où on achetait des tickets du haut d'intervention. On a fini par formaliser ce contrat de manière à mettre en place une comitologie, avoir un meilleur suivi. Et ce contrat, pour l'instant, on en est très, très content. Et ça tourne très très bien. La version 2.1 qui a été mise en place, ça a été juste la petite cerise sur le gâteau au niveau de l'ergonomie. Ça a été l'implémentation du moteur de recherche unifié qui nous amène à avoir une expérience qui ressemble vraiment à une expérience de toute marketplace qui se respecte. Et ça, justement, je vais vous montrer un peu. Donc, en termes d'évolution, très rapidement, on a mis en place, on a fait évoluer le formulaire de demande des utilisateurs finaux, qui était trop compliqué, qui nous satisfaisait pleinement, mais qui en fait n'était pas adapté aux utilisateurs finaux. Et à un moment, il faut savoir admettre que on n'était pas sur la bonne voie. La version 1.2, ça a été une refonte des catégories. On a divisé par 20 le nombre de catégories en mettant en place en fait des variables. Plutôt que de faire des catégories pour tous les cas de figure possibles, la question c'était qu'est-ce qu'on veut et sur quoi ça porte. C'est-à-dire d'avoir une catégorie plus un matériel, un objet sur lequel ça porte. Par exemple, j'ai un incident d'infrastructure réseau qui porte sur un matériel, ça c'est une catégorie générique, et sur lequel c'est tel routeur, tel switch, tel serveur. La version 2.0, ça a été vraiment le fait de revoir l'ergonomie du front office. Et mon quotidien à l'INSERM, ça aussi, c'était une nouvelle approche du catalogue de services. On a abandonné les arborescences pour vraiment proposer un paquet complet à l'utilisateur. Et ça a été vraiment optimisé avec le moteur de recherche unifié qui a été mis en place. Alors, visuellement, la première interface, quand on a lancé en janvier 2021, c'était celle-ci. Donc, cette interface, elle était voulue pour être aussi potentiellement responsive avec différents niveaux de lecture. Un premier niveau d'information où on montre des annonces du DSI et puis une météo des applications. Ça, c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup puisque les informations du DSI étaient affichées sur l'intranet, et elles sont encore aujourd'hui, sur l'intranet national de l'INSERM, mais une information en chassant l'autre. Quand on annonçait qu'il y avait une maintenance sur un service, sur un logiciel, par exemple le service financier, cette information a été très très vite chassée de la première page. Là, maintenant, elle est directement affichée sur le portail du DSI et c'est un vrai plus. En même temps, quand la maintenance est en cours, on le voit dans l'état des applications, la maintenance est en cours sur le service finance, c'est très très rassurant. Ce sont des choses qui sont très très simples, mais par rapport aux utilisateurs finaux, c'est ce qui nous apporte le retour le plus positif au final sur l'interface du portail des services. En deuxième niveau, on voulait un niveau d'action où je puisse demander un ticket ou avoir accès à l'offre de service, le catalogue de services, avec deux catalogues, un catalogue universel utilisateurs finaux et un catalogue spécifique métier ici. Ce bouton n'était visible que par l'utilisateur. Et puis là, je m'étais fait plaisir. On avait en fait la liste des tickets avec un numéro et en cliquant sur les tickets, je pouvais rentrer sur les tickets et les suivre. Pareil pour les accusés de réception, mes demandes à approuver, c'était pratique. J'avais un tableau de bord chiffré. En cliquant dessus, je pouvais y aller. Et puis on s'est rendu compte que les utilisateurs finaux ne cliquaient jamais dessus. Ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce qu'il s'agissait et ce n'était pas utilisé. Donc, si ce n'est pas utilisé, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est que ce n'est pas utilisé, il faut trouver autre chose. En dernier, on avait mis une petite couche d'informations sur les nouvelles entrées sur les catalogues de services. Et ça déclenchait un intérêt, mais qui était assez limité in fine. Dans l'interface 1.0, vraiment celle de l'ouverture, quand un utilisateur final voulait ouvrir un ticket, il cliquait sur le bouton « J'ai besoin d'assistance ». Après, il allait sur un formulaire où il pouvait dire « J'ai un problème avec tel logiciel » et il devait remplir une catégorie. Ça pouvait être avec un Elasticsearch ou avec une navigation dans l'arborescence. Là, on commençait déjà à les perdre, en fait. Parce qu'en même temps, on leur proposait aussi l'ouverture de ticket à partir d'un email. Et très, très vite, ils nous ont dit « Non, mais l'email, c'est mieux pour moi. Là, naviguer dans l'arborescence, je m'en sors pas. » Au-delà, rentrer une description, ça nous semblait simple. Et finalement, c'était trop compliqué. On a essayé d'alléger un peu la chose en disant, voilà, vous allez ouvrir un ticket,
Mais au lieu de naviguer dans l'arborescence ou même d'avoir une recherche, on vous propose 10 catégories. Choisissez dedans et allez au suivant. Ça a déjà pas mal simplifié les choses. Et en fait, beaucoup d'entités, beaucoup d'entreprises ne proposent même pas cette option. Nous, on la propose pour une raison particulière, c'est que ce choix, cette première catégorisation très générique, oriente directement le ticket soit vers une équipe locale ou vers une équipe nationale. Et pour nous, ça a un véritable impact en termes de performance et de prise en charge. Donc, on a voulu vraiment garder cette possibilité de choisir sa catégorie. Et puis après, toujours pareil, un titre, une description, possibilité de mettre une pièce jointe, point. Sur la version 2.0, aujourd'hui, un utilisateur qui veut ouvrir un ticket d'assistance va cliquer sur le bouton support. L'interface, on l'a modifiée, on a rajouté le fameux bouton de recherche, de recherche unifiée, qui permet de rechercher des choses par mots-clés. Ça nous fait plus un mode Google ou un mode Amazon, et c'était très, très demandé. Et ça a beaucoup plu et beaucoup marché. Aujourd'hui, les gens vont sur un site, première chose qu'ils font, c'est qu'ils cherchent le moteur de recherche et ils disent, voilà, je cherche par mot-clé. On a toujours la couche d'information, la couche d'action en 3 boutons, accès à la base de connaissances, support, choisir une offre de service, et puis le suivi des tickets en cours avec la possibilité de pouvoir suivre ses actions. Donc l'utilisateur aujourd'hui, s'il veut ouvrir un ticket, il clique sur ouvrir un ticket, jusque-là, rien d'exceptionnel. On lui propose directement un wizard en disant clique sur un bouton pour choisir une catégorie. Il va cliquer sur un bouton et ensuite, dans les tickets, il va arriver, tout ce qu'il aura à remplir, c'est le titre et la description. Vraiment, à minima. On a rajouté aussi des petites bulles d'aide au cas où il aurait un doute sur le contenu et ce qui est attendu sur le remplissage de ces formulaires. Pareil, au niveau du catalogue de services, à l'origine, dans la version 1, on avait 2 catalogues de services différents qui étaient audiencés, un destiné à l'utilisateur final et un destiné au métier SI. Et on pouvait naviguer dans ce catalogue en naviguant avec une arborescence dans la colonne de gauche pour arriver finalement sur l'offre de services qui pouvait nous intéresser. Et là, en fait, je vais y arriver. Aujourd'hui, on a fait quelque chose de beaucoup plus simple, un catalogue unique avec une recherche unifiée. Donc, les gens arrivent sur un catalogue où il y a un petit peu tout, ils cherchent leurs mots-clés et ils vont trouver directement l'offre de service qui leur convient. En fait, on s'est basé sur les retours qui nous ont été faits par la société prestataire qui nous disait moi, je vais sur un site, sur n'importe quel marketplace, sur Amazon ou autre, qu'est-ce que je fais? Je cherche par mots-clés, je ne navigue pas dans les catégories. Je cherche forcément par mots-clés. Je cherche une clé USB, je cherche une casserole, je tape ça dans le moteur de recherche. Je ne vais pas dans les catégories. On a quand même laissé des catégories sur le côté, parce qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés pour naviguer un peu dans les catégories, mais clairement, le moteur de recherche unifié, ça suffit complètement et on a un retour très positif. Et même des gens qui me disaient, quand je vais dans le catalogue de services, je n'arrive pas à trouver ce que je cherche dans l'arborescence. Aujourd'hui, avec la recherche par mots-clés, ils s'en sortent très très bien. Et ça, vraiment aujourd'hui, c'est notre catalogue. Alors, on va peut-être modifier un peu l'affichage en proposant les dernières offres de services à la place d'avoir directement l'accès aux offres elles-mêmes. Mais la recherche par mots-clés unifiés à la Amazon, aujourd'hui, finalement, c'est ce que veulent les gens et c'est ce qu'ils utilisent. Et là, on se rend compte, en fait, au niveau des chiffres et des statistiques, que l'utilisation et surtout l'adhésion et les retours ont évolué et toujours de manière très positive. Justement, Raphaël, en parlant de chiffres, et avant de conclure, vous avez on est tous un peu friands et les gens qui assistent et moi-même, on est toujours un peu friands de ce que vous avez pu mesurer dans le temps. Alors, quelques chiffres, oui, je peux avoir ça. Hop. Alors, sur la période de janvier 2021, dans laquelle on a lancé l'outil jusqu'à octobre 2022, est-ce que vous m'entendez bien? Bérangère me dit que oui, je ne suis là, pas forcément clair et intelligible. Le son est revenu de manière correcte, Raphaël. Ok, c'est ma faute. Ça devait être le coince dans la moustache, ça arrive parfois.
Donc, on a fait des évolutions de version. On est passé de la version 1.0 à la version 2. On a commencé en fait avec 29 000 comptes. On est aujourd'hui à 49 000 comptes. Là, ce sont des gens qui utilisent l'outil, mais qui ne rentrent pas forcément sur le portail. Aujourd'hui, j'ai 20 000 utilisateurs qui sont en capacité de rentrer sur le portail. Et donc, je paye à Matrix 42 20 000 licences, puisque c'est le modèle financier qu'on a choisi. On a commencé au départ avec 5 offres de services. Aujourd'hui, on est à 62, y compris des offres de services spécifiques de télédistribution de logiciels, pour lesquels les utilisateurs sont tout à fait autonomes et peuvent dire j'ai besoin d'un Notepad++, je vais choisir l'ordinateur, ça se télécharge et je n'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous avec un administrateur. Un quart d'heure après, ça sera sur mon poste. Ça, les gens qui l'utilisent pour l'instant en sont plutôt contents. On a inauguré en fait en important 996 serveurs à partir de notre fusion Inventory. Aujourd'hui, j'ai 2000 serveurs et ordinateurs avec un agent d'inventaire. J'ai un peu moins de 1000 VM qui sont inventoriés à partir d'un connecteur sur les ESX vCenter et 1200 et quelques enregistrements manuels qui ne sont pas encore mis en relation avec des matériels sur lesquels il y a des agents. Donc, on a quand même multiplié par 4 le contenu de notre inventaire. En termes de tickets, c'est vrai que notre première année, l'année 2021, a vraiment été sur l'outil TSM qui était notre focus. On a importé un historique de 120 000 tickets qui étaient des tickets d'infrastructure sur 17 ans. Et historiquement, en termes de bureautique, il y a 4 ans, pour donner des chiffres, on faisait 2000 tickets bureautiques sur l'année en ne parlant que des administrations. En 2021, après avoir lancé l'outil ticket, on a fait 47 000 tickets, ce qui fait qu'on a quand même énormément évolué en termes de volumétrie. Et les derniers chiffres sur les 3 premiers trimestres de l'année 2022 font qu'on a aussi fait 47 000 tickets, mais sur 3 quarts de l'année. Donc, on a augmenté au moins de 25% la volumétrie de tickets. Et je sais qu'avec les migrations applicatives qui sont en cours en ce moment, on va probablement arriver à plus d'un tiers. Donc, on a quand même une volumétrie de tickets qui est phénoménale. Et ça a été possible par rapport au centre de service, vraiment en adaptant beaucoup de choses et en faisant énormément d'ajustements sur l'outil. Mais j'en parle un peu plus bas. La prise en main à distance, comme je disais, c'est quelque chose qui a été mis en place et beaucoup utilisé par toutes les entités lors de la mise en place du télétravail massif par rapport au Covid. Donc nous, on l'a mis en place au second trimestre 2020 et sur les 3 derniers trimestres 2020, on avait fait 3600 sessions de PMAD. Sur l'ensemble de 2021, on en a fait 2 fois plus, 7800. Aujourd'hui, sur les 3 premiers trimestres 2022, on est à 8500 sessions PMAD. Les chaussettes de l'Archiduchesse ne m'en voudront pas. Et simplement, ces sessions PMAD sont très souvent initiées directement à partir du ticket utilisateur. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème avec Teams, ça arrive même aux informaticiens. Et quand j'ai appelé le centre de service, 1 minute après, ils étaient déjà en train de faire une PMAD sur mon poste pour m'aider à faire la bonne configuration. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très fort et qui continue à évoluer énormément. En termes de transfert de compétences, on a eu plusieurs centaines d'ateliers spécifiques. Comme je l'ai dit, pendant 1 an, j'ai essayé de convaincre les gens en leur disant « Si, c'est possible, tu peux trouver la fonction à tel endroit, tiens, je te montre ». Et finalement, j'ai beaucoup moins d'ateliers depuis qu'on a mis en place le Live Desk. On montre une fois aux gens et on n'y revient plus. Et ça marche très, très bien. On a quand même une base de tutos vidéo parce que j'ai essayé de ne pas mettre en place des choses sur papier, mais de mettre vraiment des tutos vidéo. C'était un peu disruptif par rapport à ce qu'on fait en interne. Et là, ça marche plutôt pas mal. Je les mets en place directement sur un site qui nous est dédié, qui est pod.ncm.fr, avec un accès spécifique pour nos utilisateurs. Ce qui a vraiment beaucoup évolué par rapport au centre de services bureautiques, ça a été qu'on a commencé avec 0 article de base de connaissances. Aujourd'hui, on est à 620 articles, dont 222 spécifiquement audiencés pour les utilisateurs finaux, et donc à peu près 400 qui sont vraiment dédiés au service desk. En plus de ces articles de base de connaissances qui ont tous été créés par le service desk, pour le service desk,
et qui sont modérés et mis en place par leurs responsables. On a des modèles de tickets qui ont été mis en place. On en a aujourd'hui 109. Donc, un modèle de ticket, c'est un template avec le type, la catégorie, une demande type et même la solution qui est déjà enregistrée. En plus de cela, on a mis en place 8 robots mails différents qui, à partir soit des expéditeurs, soit de mots-clés spécifiques, activent des modèles de tickets et permettent d'avoir des traitements optimisés. Aujourd'hui, on est entre 92 et 93% des tickets bureautiques qui sont résolus soit avec un article de base de connaissances, soit avec un modèle de ticket. Ça nous apporte deux choses. Ça nous apporte une réelle performance dans le traitement, c'est-à-dire vraiment une rapidité de traitement, puisque la solution, elle est déjà fournie, et on a juste à faire la solution, c'est ça, hop, on envoie. Ça permet aussi d'avoir, bien entendu, une qualité et une répétitivité de la réponse. Le même problème, le même besoin, tout le monde aura exactement la même réponse. Et là, on a vraiment une vraie performance en termes de volumétrie. On a beaucoup fait évoluer la volumétrie des tickets traités par le centre de service sans modifier le nombre de personnes. Donc, si le même nombre de personnes traitent plus de tickets, c'est parce qu'on les a aidés à les traiter plus vite. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche plutôt très, très bien et qui est aussi un premier prérequis technique pour la mise en place d'assistants numériques de type chatbot, puisque aujourd'hui, d'après les retours d'expérience que j'ai eu d'autres établissements publics et privés, quand on est à plus de 90% de réponses aux besoins utilisateurs à partir d'articles de base de connaissances, c'est qu'on est a priori mûr pour les chatbots. Donc voilà, c'est vrai que sur maintenant quasiment 2 ans, on a eu une évolution qui est très forte, qui est permanente, mais on a beaucoup fait évoluer à la fois l'interface pour la rendre plus accessible et pour le centre de service, justement, la trousse à outils a considérablement évolué, elle s'est amplifiée pour leur permettre justement d'avoir le bon outil à portée de main pour pouvoir vraiment travailler. Ce qui fait que, au final, parce que finalement le temps nous est compté, les objectifs qu'on avait en 2019 quand on a lancé le projet, ils sont aujourd'hui remplis et on a une évolution permanente qui vient à la fois de ce qui est proposé par le DSI, mais aussi qui tient compte des retours utilisateurs et de plus en plus, on fait des évolutions par rapport aux demandes utilisateurs et non pas par rapport à ce qu'on leur propose. Et du coup, ça, c'est beaucoup plus utilisé. En termes de recommandations, j'en donnerai 3. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une relation de confiance entre l'équipe interne et nos intégrateurs et équipes de MCO. Dans mon cas, c'est très spécifique. Je n'ai pas de task force interne, je n'ai pas de personnel technique formé à Matrix 42. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir une vraie relation de confiance avec mes intégrateurs, en l'occurrence chez Codagis. Et je leur demande aussi bien de la mise en place d'actions que du conseil, et très régulièrement sur des journées d'intégration. Aujourd'hui, j'en ai une qui est en cours. J'ai un atelier prévu tout à l'heure avec un utilisateur pour pouvoir justement bien formaliser son besoin et pouvoir mettre en place la meilleure des options. Donc, en fait, il faut qu'il y ait vraiment une relation de confiance. L'équipe Codagis a confiance sur le fait que je ne vais pas lui demander des choses qui sont impossibles à faire ou qui vont nous mettre en péril par rapport à la mécanique qui serait qu'on ferait incompatible avec les montées de version. Et de l'autre, moi, j'ai tout à fait confiance pour me dire, dans ce que tu me demandes, il y a un meilleur moyen de le faire que ce que tu envisageais. En faisant comme ça marchera mieux. Et finalement, en suivant leurs conseils, ça a toujours été beaucoup, beaucoup mieux. Au niveau de la conduite du changement, il faut pour un outil, comme un outil aussi global que l'outil ITSM, ESM, etc., il faut vraiment la conduire sur 2 fronts, les IT et les utilisateurs. Il faut vraiment mettre les deux en parallèle et mettre un gros effort sur les 2 catégories. Il est important qu'on ait l'adhésion des utilisateurs à ce qu'on leur propose, mais il est aussi important qu'on ait l'adhésion des IT à ce qu'on leur propose, et leur adhésion, comme je l'ai dit, dépend pas seulement de leur proposer un outil qui remplit leurs besoins, mais aussi qui soit accessible et qui leur permette de se l'approprier. En résumé, il faut vraiment trouver un équilibre entre les fonctionnalités qu'on propose et l'ergonomie, puisqu'on peut proposer les meilleures fonctionnalités du monde. Si les gens ne s'en servent pas, ça ne servira pas à grand-chose. Excellent, excellent, Raphaël. Merci pour ce retour d'expérience très détaillé.
On sent de la passion aussi, hein. Je pense que tout le monde l'aura remarqué sur le sujet. Bon, ça met évidemment en exergue plusieurs sujets, les enjeux, les bénéfices des solutions ITSM telles que Matrice 42 dans des entreprises telles que l'ICERM. Vous avez donné beaucoup de recommandations. Moi, j'ai entendu ergonomie, harmonisation, bon, voilà. Et puis tout ce qui est les étapes à respecter, la stratégie d'évolution de cette amélioration continue. Donc voilà, très complet. Merci encore, Raphaël. Alors, on est encore nombreux autour de la table. Comme vous l'avez précisé, Bérangère, vous pouvez poser des questions dans le chat. Bérangère, je vais te donner la main. Et puis Raphaël, vous n'avez pas fini de travailler, on va encore vous faire bosser s'il y a des questions. Donc je donne la main à Bérangère. Allez, c'est parti. Donc Bérangère, là, on voit ton Outlook. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est parfait, question-réponse. On va commencer par les questions, si tu veux bien. Ouais. Du coup, effectivement, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le module questions. Donc, j'en ai déjà. Alors, Laurent, Raphaël, quels sont les principaux écueils de ce type de projet? Les principaux écueils de ce type de projet qu'on a rencontrés, il y en a deux. Il y a l'écueil technique. Il faut vraiment, dès le départ, avoir une bonne conscience du périmètre. Et surtout, il faut avancer sur différents items en parallèle. Ne pas avoir un Gantt qui fait qu'un jalon bloque tout, mais vraiment travailler par itération avec beaucoup d'axes en parallèle qui fait que si un axe est bloqué, la possibilité de faire évoluer les autres. On a un projet comme ça qui est un peu transversal avec beaucoup de fonctionnalités et donc nous on a beaucoup avancé sur certains sujets pendant que d'autres étaient bloqués, le temps qu'ils se débloquent. Donc vraiment travailler, paralléliser, mettre un maximum de choses en parallèle et avancer par itération. Si on avait attendu que tout soit bon pour faire un Big Bang, on n'aurait pas encore lancé le portail techniquement. D'un point de vue plus humain, j'ai envie de dire, bien préparer la conduite du changement avec un sponsoring très fort. Forcément, c'est quelque chose qui est qu'on ne peut pas éviter. Et vraiment faire attention à ce qu'on va proposer aux gens, leur proposer, comme je disais, d'entrer dans un Concorde avec un tableau de bord et un cockpit où les gens ne peuvent pas s'en servir. Ils vont dire oui, c'est super, mais ils ne s'en serviront pas. Donc, faire attention à la conduite du changement et au premier retour pour adapter l'ergonomie, ne pas hésiter à dire bah oui, l'ergonomie, finalement, pour moi, elle va très bien, mais finalement, ce n'est pas celle qu'il faut pour les autres. Réussir à s'adapter et tenir compte très vite des retours pour se réorienter le plus tôt possible. Et là, ce sera plus facile de s'adapter. Il faut n'en garder que deux. Hein. Merci Raphaël. Alors j'ai une autre question qui fait référence à une des slides de votre présentation. De la version 1.0 à 2.1, Codagis a-t-il été votre intégrateur? Alors, on a commencé le projet début 2020 avec un intégrateur qui nous était proposé par l'UGAP, qui est une centrale d'achat publique, qui était une petite équipe d'intégration. Cette équipe d'intégration a rejoint Codagis mi-2021. Et donc, en fait, par le jeu des fusions-acquisitions, le fait est que j'ai toujours le même intégrateur senior depuis le début du projet, même si c'est plus le même nom d'entité. Ce que j'ai gagné avec Codagis, c'est que j'ai gagné une équipe bien plus étoffée, avec plus de personnes, plus d'intégrateurs juniors et seniors, mais j'ai le même intégrateur senior qui a porté mon projet de l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, effectivement, j'ai de la chance. Très bien, merci. J'espère que ça a répondu à la question. Alors, une autre question. Pourrez-vous décrire la modélisation et la mise en place des processus métiers dans Matrix 42? Méthode et difficultés. Alors, on ne va pas rentrer beaucoup dans le détail, mais effectivement, comment mettre en place un processus métier? Ça va commencer par l'expression du besoin.
qui va être faite par les chefs de projet, par exemple. Là, on va mettre en place directement des ateliers pour les formaliser, pour bien comprendre l'expression principale, mettre en place un premier cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y aura deux choses. Il y aura très très souvent un formulaire d'entrée, comme dans toute offre de service qui se respecte, et un processus qui va être formalisé sous la forme d'un logigramme, sous Visio, sous Bizagli Modeler, qui est gratuit, ou autre système, de manière à voir les attendus et les différentes étapes. Une fois que ça a été fait en atelier interne, c'est présenté au prestataire. C'est ce que j'ai fait justement ce matin avec ma prestataire, où j'ai présenté le logigramme que j'avais fait avec beaucoup de soin. Et elle m'a dit, non, mais ton logigramme, on va améliorer ci et ça. On a optimisé ce logigramme avec ma prestataire. Et cet après-midi, on a un atelier avec justement le responsable du projet pour optimiser ça, garantir la bonne compréhension entre le responsable et le prestataire pour la mise en œuvre sur un environnement de pré-production pour recettes, et ensuite on pourra le mettre en œuvre sur l'environnement de production. Donc voilà, ça c'est le modèle générique de la mise en œuvre de nouveaux processus ou de nouvelles offres de services. On peut passer une heure entière sur le sujet, mais c'est assez compliqué. Oui. J'imagine. Bon, le temps passe, je ne vais pas pouvoir citer toutes les questions, donc je vais en donner une dernière. Pour vous, quels sont les futurs process que vous allez numériser? Les futurs process. Alors aujourd'hui, on est sur les services généraux pour la moitié de l'Île-de-France. Le but du jeu, c'est de couvrir toute l'Île-de-France et probablement la région Occitanie en début d'année au printemps. Puis on va proposer le même outil à tous les services généraux de France, au-delà du DSI. Ensuite, le gros morceau qui va être proposé, ça sera l'interaction entre le portail des services et les deux gros mastodontes, comme tout département qui se respecte, le département finance et le département RH. Donc là, il s'agit vraiment de gros projets à part entière avec des composantes très importantes. Le but du jeu, ce sera absolument pas de remplacer les outils du SIRH ou les outils finance, parce qu'on n'a pas vocation à le faire et pas de capacité, mais probablement d'intégrer des offres de services spécifiques dans le catalogue de services qui puissent interagir avec les outils du SIRH ou du SI Finance, de manière à pouvoir optimiser les inputs et les interactions. Je sais que dans certaines entités, ils ont complètement basculé l'intégralité de leur SI RH sur le matrice 42. Ça nécessite quand même un gros mode projet. Donc, là, ça dépend de la capacité à faire. En termes de personnel, comme je l'ai dit, je suis un peu limité à moi-même, plus quelques personnes, mais on n'a pas une capacité à faire monstrueuse. Donc là, on est sur un horizon fin d'année 2023 pour vraiment commencer à formaliser des choses. Sinon, l'évolution technique qu'on va faire, que j'envisage vraiment, c'est le chatbot que j'anticipe vraiment pour début 2024. Excellent. On n'a plus de questions. De toute manière, on arrive, Bérangère, Oui, on arrive au terme de ce webinaire un petit peu débordé. Toute la passion de Raphaël qui s'exprime. Merci, merci Raphaël. Non, du tout. Au contraire, c'est intéressant. Je pense que tout le monde profite de votre expérience et des différents sujets que vous avez abordés. Eh bien, écoutez, merci encore Raphaël de votre temps, de votre implication sur ce webinaire. Merci à tous. Donc, ce séminaire a été enregistré. Bon, donc, n'hésitez pas à le partager en interne chez vous. On en a d'autres. Suivez l'actualité sur LinkedIn ou encore sur le site web, mais également le service marketing de Bérangère. N'hésite pas à partager des informations. On a de nombreux contenus autour de Matrix 42, des séminaires techniques, moins techniques, différents sujets également autour de l'ITSM, ITEM ou encore de la sécurité. Donc voilà, écoutez, 12h05, on a un petit peu débordé, c'est l'heure d'aller déjeuner pour certains, un peu tôt, mais c'est le bon moment après ce webinaire. Merci à tous. Bérangère, on est bon, on peut conclure. On est bon, merci à tous pour votre participation. Bonne journée à tous et voilà, j'ai affiché les coordonnées. Si d'aventure vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Et par ailleurs, pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, bien évidemment, nous reprendrons contact avec vous. Merci Raphaël, merci beaucoup. Merci Laurent aussi, et puis une bonne journée à tous.
Merci très bientôt. à tous, au revoir. Au revoir.